La pluie tambourinait contre les vitres de l'orphelinat Sainte-Marie, avec une violence qui semblait vouloir fracasser le verre. Dans le dortoir du 3e étage, 2 enfants se tenaient recroquevillés sous une couverture élimée, leurs silhouettes tremblantes, illuminées par les éclairs qui déchiraient le ciel de Lyon. Théo serrait la main de Margot si fort que ses jointures étaient blanches. Elle pleurait en silence, ses larmes traçant des sillons sur ses joues sales. C'était sa première nuit dans cet endroit glacial qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Elle avait 7 ans et venait de perdre sa mère dans un accident de voiture sur l'autoroute A6, un carambolage brutal qui avait fait 3 victimes. Le corps de sa mère avait été identifié 3 jours plus tôt, et depuis, Margot n'avait plus prononcé un seul mot, plongée dans un mutisme traumatique. Lui avait 9 ans et vivait ici depuis qu'il avait 5 ans, abandonné par un père alcoolique qui n'était jamais revenu le chercher après l'avoir déposé un matin de janvier en promettant de revenir dans quelques jours. Ces quelques jours s'étaient transformés en 4 années d'attente vaine. Les autres enfants dormaient ou faisaient semblant, chacun enfermé dans sa propre bulle de solitude, dans sa propre douleur silencieuse. Mais Théo avait remarqué la nouvelle petite fille aux cheveux châtains bouclés qui sanglotait dans le lit voisin du sien, ses épaules secouées de spasmes, sans réfléchir, mu par un instinct de protection qu'il ne comprenait pas lui-même. Il s'était glissé jusqu'à elle et avait murmuré qu'elle n'était plus seule maintenant, qu'il serait là pour elle. Margot avait levé vers lui des yeux noisettes noyés de larmes, et dans ce regard perdu et désespéré, Théo avait vu son propre reflet, sa propre souffrance, 2 âmes brisées qui se reconnaissaient instantanément. Il avait alors prononcé les mots qui changeraient leur vie à jamais, des mots qu'il ne comprenait pas vraiment, mais qui venaient du plus profond de son cœur d'enfant, meurtri par l'abandon. L'orphelinat Sainte-Marie n'était pas le pire endroit pour grandir, comparé aux histoires horribles que certains enfants racontaient à voix basse dans l'obscurité. Mais ce n'était certainement pas un foyer, pas une vraie maison avec de l'amour et de la chaleur. Le bâtiment datait du début du XXe siècle, une structure austère en pierre grise qui semblait absorber toute joie. Les couloirs résonnaient constamment des pas, lourds, et du cliquetis des trousseaux X de clés des religieuses. Les religieuses qui le dirigeaient faisaient de leur mieux avec des moyens limités et un budget serré qui ne permettait que le strict minimum. Mais elles ne pouvaient pas remplacer l'amour d'une famille, les câlins d'une mère, les encouragements d'un père. Sœur Thérèse était stricte et froide, sœur Marguerite était distraite et débordée, mais sœur Agnès, la plus jeune, avait parfois un regard de compassion qui réchauffait le cœur. Les journées s'écoulaient dans une routine mécanique et immuable de prières matinales à 6h30, d'école publique dans le quartier où les autres enfants les regardaient avec pitié, de corvées l'après-midi et de repas sans saveur servis dans une cantine bruyante aux murs vert pâle écaillés. Les enfants apprenaient vite à ne compter que sur eux-mêmes, à durcir leur cœur pour survivre aux adoptions qui ne venaient jamais pour eux, aux promesses brisées des services sociaux qui parlaient de familles d'accueil qui n'arrivaient jamais, aux regards de pitié mêlés de soulagement des visiteurs du dimanche qui repartaient toujours avec leurs propres enfants. Mais Théo et Margot avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux dans cet univers de solitude collective et de détresse partagée. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre contre toute attente. Dès cette première nuit orageuse, où le tonnerre faisait trembler les fenêtres, ils étaient devenus inséparables, comme 2 naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans une mer déchaînée. Théo protégeait Margot des moqueries cruelles des autres enfants qui cherchaient des victimes pour oublier leur propre douleur, partageait avec elle ses maigres trésors cachés sous son matelas, lui apprenait les règles non écrites de leur univers carcéral. Elle, en retour, lui offrait une douceur qu'il n'avait jamais connue, des rires cristallins qui illuminaient les coins sombres du bâtiment vétuste, une tendresse qui apaisait la rage sourde qui grondait en lui depuis son abandon. Ils avaient créé leur propre famille de 2, un cocon fragile mais solide, de 2 âmes, soudées par la nécessité et transformées par l'affection sincère. Les années passaient lentement,
Mais leur lien ne faisait que se renforcer et s'approfondir, tissé de secrets partagés dans les recoins sombres de l'orphelinat et de rêves murmurants dans l'obscurité protectrice de la nuit. À 16 ans, Théo était devenu un jeune homme aux épaules larges et au regard sombre et méfiant, marqué par trop d'années d'institutionnalisation et de désillusions répétées. Il mesurait maintenant 1,80 m, et sa carrure imposante faisait qu'on le laissait tranquille. Il avait développé une carapace dure et presque impénétrable pour affronter un monde qui ne lui avait jamais fait de cadeaux et qui semblait prendre plaisir à le décevoir encore et encore. Son visage anguleux portait déjà les traces d'une maturité précoce. Ses mains étaient calleuses des travaux de maintenance qu'il effectuait pour l'orphelinat, réparant les radiateurs qui fuyaient, peignant les murs écaillés. Il passait des heures dans l'atelier du sous-sol, trouvant du réconfort dans le travail manuel qui lui permettait d'oublier momentanément sa situation. Margot, elle, gardait une luminosité étonnante et presque miraculeuse, malgré tout ce qu'elle avait traversé depuis la mort brutale de sa mère. À 14 ans, elle rayonnait d'une beauté discrète mais indéniable, et d'une gentillesse naturelle qui contrastait fortement avec la dureté de leur environnement quotidien. Ses yeux noisettes gardaient une lueur d'espoir que rien n'avait pu éteindre. Elle excellait à l'école, particulièrement en sciences, et les professeurs parlaient déjà de son potentiel pour des études supérieures. Leur relation avait évolué avec eux au fil des années, passant progressivement de la protection fraternelle innocente à quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus troublant pour les adultes qui les surveillaient. Ils ne se tenaient plus simplement la main comme deux enfants effrayés. Ils se cherchaient du regard à travers les pièces communes, se frôlaient avec une intensité nouvelle qui faisait naître des frissons, partageaient des silences lourds de non-dits et d'émotions bouillonnantes qu'ils ne savaient pas encore nommer. Théo ressentait des choses qu'il ne comprenait pas quand il regardait Margot, une chaleur dans la poitrine qui lui coupait le souffle. Margot rougissait quand leurs mains se touchaient par accident, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Les religieuses avaient commencé à les séparer systématiquement lors des activités collectives, sentant le danger potentiel de cette proximité entre adolescents sans surveillance familiale appropriée. Sœur Thérèse les avait même convoqués séparément pour leur rappeler les règles de bienséance et la nécessité de garder leur distance. Mais rien ne pouvait briser ce qui les unissait depuis cette nuit d'orage 7 ans plus tôt. Théo allait bientôt devoir quitter l'orphelinat selon les règles implacables du système. À 18 ans, il serait jeté sans ménagement dans le monde réel, sans préparation véritable, sans argent, sans réseau, sans filet de sécurité pour amortir sa chute. Cette perspective le terrorisait et hantait ses nuits d'insomnie, mais ce qui l'effrayait encore plus viscéralement, c'était l'idée insupportable d'être séparé de Margot, de ne plus la voir chaque jour, de ne plus pouvoir la protéger des regards durs et des mots cruels. Un soir de juin particulièrement doux, alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin négligé derrière le bâtiment principal, sous un ciel étoilé rare à Lyon à cause de la pollution lumineuse, il avait pris ses mains fines dans les siennes et avait répété solennellement les mots qu'il lui avait dits 7 ans plus tôt dans le dortoir sombre. Cette fois, ils n'étaient plus des enfants perdus et terrifiés, cherchant désespérément du réconfort dans l'obscurité hostile. Ces mots étaient une promesse solennelle et réfléchie, un serment gravé dans le marbre de son âme. Il lui promit qu'il reviendrait la chercher le jour de ses 18 ans, qu'il économiserait chaque centime, qu'il trouverait un travail et un logement, qu'ils seraient enfin libres de vivre leur vie ensemble. Margot avait pleuré et ri en même temps, le serrant contre elle avec une force surprenante, comme si elle pouvait ainsi l'empêcher de partir, arrêter le temps qui s'écoulait inexorablement vers leur séparation imminente. 3 mois plus tard, par un matin gris de septembre où la brume s'accrochait au bâtiment, Théo quittait définitivement Sainte-Marie avec un sac à dos élimé contenant absolument tout ce qu'il possédait au monde. 3 pantalons usés, 4 t-shirts, 2 pulls troués, des sous-vêtements rapportés, une brosse à dents et la photo de Margot soigneusement glissée dans une pochette plastique pour la protéger.
Les services sociaux lui avaient trouvé une place dans un foyer pour jeunes adultes dans un quartier difficile de Vénissieux, où les sirènes hurlaient toutes les nuits, et un apprentissage dans un garage automobile du quartier de la Guillotière, tenu par un Algérien du nom de Rachid Ben Ali. C'était plus que ce que recevaient la plupart des anciens de l'orphelinat, qui se retrouvaient souvent à la rue ou dans des situations précaires. Mais lorsqu'il franchit les lourdes portes en fer, forgées pour la dernière fois, et se retourna pour voir Margot, qui le regardait depuis la fenêtre du dortoir du 3e étage, les larmes coulant abondamment sur son visage pâli par le chagrin, il sentit son cœur se briser littéralement en 1000 morceaux acérés. Elle agitait la main frénétiquement, tentant courageusement de sourire malgré le chagrin immense qui la submergeait et la noyait. Il leva son poing fermé vers son cœur dans leur signe secret qu'ils avaient inventé des années auparavant, puis se força douloureusement à s'éloigner en mettant un pied devant l'autre. Chaque pas lui semblait impossible à accomplir, comme si des chaînes invisibles mais lourdes le retenaient et le tiraient en arrière vers elle. Mais il continua obstinément à marcher parce qu'il n'avait pas le choix, parce que les règles étaient des règles et que personne ne les contournait. Le monde réel l'attendait impatiemment, impitoyable et glacial. Les 2 premières années furent un véritable enfer de solitude, écrasante et de labeur acharné, qui épuisait son corps et son esprit. Théo travaillait 14 heures par jour au garage chez Rachid, acceptant tous les quarts supplémentaires qu'on lui proposait, même les plus ingrats et les plus sales. Il apprenait la mécanique avec acharnement, restant après la fermeture pour étudier les manuels techniques, posant 1000 questions à Rachid, qui reconnaissait en lui la même fin de réussir qu'il avait eue jeune. Il économisait religieusement chaque centime avec une discipline de fer, refusant toute dépense non essentielle. Il vivait dans une chambre minuscule et humide, de 9 mètres carrés, au 5e étage, sans ascenseur, qui sentait constamment l'huile de moteur rance et la friture grasse du restaurant turc installé en dessous de son immeuble délabré. Les cafards couraient sur les murs la nuit. Le chauffage fonctionnait rarement. Mais Théo s'en fichait. Il ne mangeait que des pâtes bon marché achetées en gros et du pain rassis que le boulanger lui donnait gratuitement en fin de journée, portait les mêmes 3 vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent littéralement en lambeaux avant d'en acheter d'autres dans les friperies. Mais chaque soir, sans exception, avant de s'endormir épuisé sur son matelas fin posé à même le sol, il sortait précieusement de sous son oreiller la seule photo qu'il possédait de Margot et lui, prise lors d'une sortie scolaire au parc de la Tête d'Or 3 ans plus tôt. Il la regardait longuement, traçant du doigt le contour de son visage souriant. Et il renouvelait silencieusement mais fermement sa promesse d'enfant, la répétant comme une prière, comme un mantra qui le gardait sain d'esprit. Il lui écrivait des lettres détaillées chaque semaine sans jamais manquer un seul dimanche. Des missives maladroites de plusieurs pages, remplies de fautes d'orthographe qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisées à l'école, mais débordantes d'affection sincère et de tendresse maladroite. Il achetait du papier à lettres bleues, opales et des enveloppes qu'il décorait maladroitement. Il lui racontait minutieusement ses journées monotones passées sous les voitures graisseuses, ses progrès techniques en mécanique automobile, comment il avait appris à changer un embrayage en 2 heures, comment Rachid lui faisait confiance maintenant pour des réparations complexes, ses rêves modestes d'avenir qu'il construisait pierre par pierre dans son esprit. Il lui parlait du petit studio qu'il avait repéré et qu'il espérait pouvoir loué dans 6 mois. Il décrivait les meubles qu'il achèterait d'occasion pour elle, les rideaux jaunes qu'elle aimait. Elle lui répondait avec une régularité religieuse qui ne faiblissait jamais, des pages et des pages noircies de son écriture ronde et appliquée qu'il reconnaissait entre 1000 sur l'enveloppe blanche. Elle lui parlait longuement de ses études au lycée, où elle excellait malgré tout, particulièrement en biologie et en chimie, de son désir profond de devenir infirmière pour soigner et soulager la souffrance comme elle aurait voulu pouvoir soigner leurs propres douleurs d'enfants abandonnés, des petits événements qui rythmaient la vie monotone de l'orphelinat. Elle mentionnait que sœur Agnès prenait de ses nouvelles régulièrement, que le jardin avait enfin été rénové, que 3 enfants avaient été adoptés ce mois-ci,
Mais surtout, dans chaque lettre, en post-scriptum souligné 3 fois, elle lui parlait avec impatience de ce jour béni où elle aurait enfin 18 ans et pourrait légalement le rejoindre. Elle comptait les jours, les heures. Ils comptèrent les jours avec obsession comme des prisonniers comptent leurs sentences interminables, marquant chaque semaine écoulée sur un calendrier. Théo ne sortait jamais pour se divertir ou se détendre, ne se faisait pas d'amis parmi les autres apprentis qui allaient boire des bières après le travail, ne regardait jamais les jolies filles qui travaillaient dans les boutiques voisines du garage et qui lui lançaient parfois des regards intéressés et des sourires encourageants. Sa vie entière était suspendue et figée dans l'attente de ce moment futur, où il pourrait enfin tenir Margot dans ses bras à nouveau, sentir son parfum, entendre sa voix sans le filtre du téléphone public. Son patron, un Algérien bourru, mais au grand cœur nommé Rachid Ben Ali, qui avait lui-même grandi sans famille dans un bidonville d'Alger avant d'immigrer en France dans les années 70, remarqua rapidement l'acharnement peu gomin du jeune homme. Il voyait comment Théo restait plus tard que tout le monde, comment il étudiait les manuels pendant sa pause déjeuner, comment il ne gaspillait jamais un seul centime. Il le prit progressivement sous son aile protectrice, lui enseignant non seulement les subtilités de la mécanique automobile, mais aussi la valeur inestimable du travail honnête et de la persévérance face à l'adversité. Il racontait à Théo sa propre histoire, comment il avait traversé la Méditerranée avec rien, comment il avait construit son garage à force de travail acharné. Quand Théo lui parla finalement de Margot, en montrant sa photo cornée qu'il gardait dans son portefeuille, les yeux brillants d'émotion, Rachid hocha la tête gravement avec compréhension et augmenta généreusement son salaire de misère sans que Théo ait besoin de demander. Il comprenait ce que signifiait se battre pour quelqu'un qu'on aime. Les mois s'égrenaient avec une lenteur torturante qui semblait défier les lois du un temps. Puis vinrent les années, interminables. Théo progressait régulièrement dans sa carrière naissante, devenant un mécanicien respecté et recherché malgré son très jeune âge et son manque d'expérience initiale. Les clients demandaient spécifiquement que ce soit lui qui travaille sur leur voiture. Rachid lui confiait maintenant les réparations les plus complexes. Il avait finalement loué un petit studio de 25 mètres carrés dans un quartier populaire mais tranquille de Lyon. Un espace modeste mais propre et lumineux, au 2e étage d'un immeuble, avec une petite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Il le meublait peu à peu avec soin, en pensant constamment à Margot, imaginant ses réactions. Un canapé-lit d'occasion, trouvé sur le bon coin, qu'il avait nettoyé méticuleusement. Une petite table de cuisine en bois, dénichée dans une brocante qu'il avait poncée et revernie. Des rideaux jaunes qu'elle aimait commander sur un catalogue, des assiettes dépareillées, mais jolies. Chaque objet était choisi avec amour, en se demandant si ça lui plairait. 8 ans de Margot arriva enfin par un matin d'avril lumineux et radieux qui semblait annoncer un nouveau départ, une renaissance. Le ciel était d'un bleu éclatant sans un seul nuage. Les cerisiers étaient en fleurs dans les rues de Lyon. Théo n'avait pas dormi de la nuit entière, trop nerveux, trop excité, trop effrayé aussi par ce moment qu'il attendait depuis 4 interminables années. Il s'était levé à 5 heures du matin, avait pris une douche interminable, s'était rasé 3 fois pour être sûr d'être impeccable. Et si elle avait changé d'avis pendant tout ce temps? Et si 4 années de séparation et de lettres avaient progressivement éteint ses sentiments amoureux? Et si elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un garçon de son âge, plus adapté, plus éduqué, plus beau? Il se présenta devant l'orphelinat Sainte-Marie, à 8 heures précises, comme convenu dans leur dernière lettre, vêtu de son seul costume, gris acheté d'occasion dans une friperie la semaine précédente et nettoyé au pressing, les mains tremblantes d'émotion incontrôlable, le cœur battant la chamade dans sa poitrine au point qu'il avait du mal à respirer. Il tenait à la main un petit bouquet de marguerites blanches achetées au marché. Sœur Agnès, qui les avait toujours regardées avec une bienveillance discrète mais constante au fil des années, qui avait glissé leurs lettres sans rien dire quand sœur Thérèse ne regardait pas, lui ouvrit la lourde porte avec un sourire complice et ému. Elle avait les larmes aux yeux.
Elle lui dit doucement qu'elle avait toujours su qu'il reviendrait, qu'elle n'avait jamais douté de lui. Elle le conduisit sans un mot au parloir, où Margot l'attendait déjà depuis l'aube. Assise rigidement sur le bord d'une chaise inconfortable, ses mains crispées nerveusement sur un petit sac de voyage contenant ses maigres possessions. Elle portait une robe bleue simple qu'elle avait cousue elle-même. Quand leurs regards se croisèrent enfin après 4 ans de séparation, qui leur avaient paru une éternité, le temps sembla littéralement s'arrêter et se suspendre. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs idéalisés et dans ses rêves nocturnes qui le hantaient. Elle avait grandi, était devenue une femme. Ses cheveux châtains tombant en cascade naturelle sur ses épaules menues brillaient dans la lumière du matin. Ses yeux noisettes brillaient d'une émotion puissante qu'il reconnut immédiatement, parce qu'elle reflétait exactement la sienne. Ils restèrent figés comme des statues, une seconde qui parut durer une éternité entière, se dévorant des yeux, n'osant pas croire que ce moment était enfin arrivé. Puis Margot se leva brusquement d'un bond et se jeta littéralement dans ses bras grands ouverts. Théo laissa tomber les marguerites et la souleva facilement du sol, la serrant contre lui avec une force qui défiait la logique et menaçait de la briser, respirant profondément l'odeur familière de ses cheveux, sentant les larmes chaudes qui coulaient abondamment de ses yeux à elle contre son cou. Ils ne dirent absolument rien pendant longtemps, restant simplement enlacés au milieu du parloir. Les mots étaient inutiles et insuffisants pour exprimer ce qu'ils ressentaient. 4 années interminables de séparation douloureuse, d'attentes angoissées qui les avaient rongés, de promesses répétées dans leurs lettres, s'évaporaient instantanément dans cette étreinte désespérée. Quand ils se détachèrent enfin l'un de l'autre à regret, Théo caressa doucement et tendrement la joue humide de Margot avec le dos de sa main calleuse, essuyant ses larmes. Il murmura d'une voix brisée par l'émotion qu'il avait tenu sa promesse d'enfant. Il était revenu pour elle exactement comme il l'avait juré sur son cœur. Ils resteraient ensemble pour toujours maintenant, exactement comme il l'avait dit cette nuit d'orage, quand ils n'étaient que 2 enfants perdus et terrifiés, cherchant du réconfort dans l'obscurité menaçante. Sœur Agnès les regarda partir ensemble depuis le perron usé de l'orphelinat, essuyant discrètement une larme furtive qui roulait sur sa joue ridée. Elle joignit les mains en une prière silencieuse. Elle avait vu tant d'enfants passer entre ces murs froids au fil de ces 30 années de service religieux, tant de vies brisées prématurément par le destin cruel, tant de promesses oubliées et trahies avec le temps et la distance. Mais parfois, très rarement, l'amour, véritable, triomphait miraculeusement de l'adversité la plus terrible. Théo et Margot marchaient main dans les rues animées de Lyon, 2 survivants miraculeux qui avaient trouvé leur salut l'un dans l'autre contre toute attente. Il lui montrait sa ville, les endroits où il avait travaillé, marché, pensé à elle. Leur vie ensemble ne serait certainement pas facile dans ce monde impitoyable. Ils devraient lutter quotidiennement contre la pauvreté persistante qui les guettait, les préjugés sociaux sur les orphelins considérés comme des citoyens de seconde zone, les cicatrices psychologiques profondes laissées par leur enfance difficile et traumatisante qui ressurgiraient parfois la nuit dans leurs cauchemars. Mais ils avaient déjà survécu au pire que la vie pouvait offrir. Ils avaient appris jeunes, à 16 et 9 ans, ce que beaucoup de gens n'apprennent jamais de toute leur existence, que l'amour véritable n'est pas une simple question de romance superficielle ou de passion fugace et éphémère que véhiculent les films et les chansons, mais de fidélité absolue et inébranlable, de présence constante et rassurante même dans les moments difficiles, de promesses tenues envers et contre tout, même quand c'est difficile et douloureux et qu'on voudrait abandonner. Dans le petit studio modeste que Théo avait méticuleusement préparé pour elle pendant des mois avec tout son amour, Margot découvrit avec stupéfaction et émotion qu'il avait soigneusement accroché au mur, défraîchi toutes les lettres qu'elle lui avait fidèlement envoyées au fil des 4 années de séparation, créant une tapisserie émouvante de mots et de souvenirs partagés qui tapissaient littéralement les murs. 208 lettres. Elle les avait toutes numérotées. Il n'en manquait pas une seule.
Elle pleura à nouveau abondamment, submergée et bouleversée par la preuve tangible et irréfutable de sa dévotion absolue. Il avait vraiment attendu, il n'avait jamais douté. Cette première nuit, ensemble dans leur nouveau foyer minuscule, mais à eux, blottis étroitement l'un contre l'autre, dans le lit étroit mais confortable qu'il avait acheté, ils parlèrent sans interruption jusqu'à l'aube rose de leur rêve d'avenir, qu'ils pouvaient enfin construire ensemble pierre par pierre. Margot commencerait sa formation d'infirmière intensive à l'automne prochain à l'IFSI de Lyon, après avoir passé le concours. Théo économisait patiemment pour acheter un jour son propre garage indépendant où il serait son propre patron. Ils se marieraient dans quelques années quand ils auraient les moyens d'offrir une vraie fête convenable à Rachid et aux quelques personnes précieuses qui avaient cru en eux et les avaient aidés. Ils auraient des enfants auxquels ils donneraient généreusement tout l'amour inconditionnel qu'ils n'avaient jamais reçu eux-mêmes dans leur enfance volée. Il leur raconterait des histoires le soir. Il ne les abandonnerait jamais. Mais surtout, plus important que tout le reste, ils ne se quitteraient plus jamais, pas un seul jour, plus une seule seconde de séparation. Les années suivantes transformèrent progressivement et patiemment leurs promesses d'enfants naïfs en une réalité solide et tangible qu'ils pouvaient toucher. Théo finit par acquérir son propre garage automobile, avec un prêt bancaire que Rachid l'aida généreusement à obtenir en se portant garant et en avançant l'apport. Il pleurait quand Rachid lui remit les clés. Le garage n'était pas grand, juste 2 ponts et un petit bureau, mais c'était le sien. Il l'appela « Garage Théo et Fils », anticipant déjà l'avenir. Margot obtint brillamment son diplôme d'état d'infirmière après 3 années d'études intensives où elle excellait dans toutes les matières et trouva rapidement un poste stable dans un hôpital public du quartier de la Croix-Rousse. Ses patients l'adoraient. Elle avait une douceur naturelle qui apaisait les souffrances. Ils se marièrent civilement dans une petite cérémonie simple mais profondément émouvante à la mairie du 3e arrondissement, avec Rachid comme témoin principal qui portait son plus beau costume et sœur Agnès dans l'assistance restreinte, fière comme une vraie mère. Elle leur offrit un chapelet béni. Leur premier enfant tant désiré, une magnifique petite fille qu'ils nommèrent symboliquement Agnès en l'honneur de la religieuse bienveillante qui avait discrètement veillé sur eux pendant toutes ces années difficiles à l'orphelinat, naquit exactement 2 ans après leur mariage par une belle journée de mai. Théo pleura en la tenant dans ses bras pour la première fois. Puis vint un garçon robuste, Thomas, aussi fougueux et déterminé que son père, et aussi doux et attentionné que sa mère. Leur appartement de 3 pièces était petit et constamment bruyant, perpétuellement rempli de jouets colorés, éparpillés partout, et de rires joyeux d'enfants insouciants qui ne connaîtraient jamais la faim ou la solitude, de l'odeur réconfortante du café fumant le matin et des histoires tendrement racontées le soir, avant le coucher dans le grand lit où tout le monde se blottissait. C'était exactement le foyer chaleureux et aimant que ni Théo ni Margot n'avaient jamais eu pendant leur enfance volée par le destin, le sanctuaire sécurisant qu'ils avaient patiemment construit de leurs mains à partir de rien, pierre par pierre, sacrifice par sacrifice. Leurs enfants grandissaient harmonieusement dans la sécurité affective et l'amour inconditionnel, ignorant et complètement tout de l'existence de l'orphelinat Sainte-Marie et des nuits terrifiantes de pluie où leurs parents avaient désespérément scellé leur destin commun. Ils ne sauraient que bien plus tard. Théo et Margot ne parlaient jamais volontairement de leur passé douloureux et traumatisant avec leurs enfants. Ils regardaient résolument vers l'avant, construisant consciencieusement chaque jour leur bonheur fragile, avec une gratitude profonde qui ne diminuait jamais malgré les années qui passaient, mais parfois tard le soir, quand les enfants dormaient paisiblement dans leur petit lit douillet, ils s'asseyaient côte à côte sur leur minuscule balcon et contemplaient en silence les lumières scintillantes de Lyon en se tenant simplement la main. Dans ces moments suspendus hors du temps, ils pensaient au long et difficile chemin parcouru depuis cette nuit d'orage terrible à l'orphelinat, à la promesse solennelle d'un garçon vulnérable de 9 ans qui ne savait pas encore, et vraiment ce que signifiaient réellement ces mots.
à la fidélité extraordinaire qui avait miraculeusement transformé deux enfants abandonnés et brisés en adultes aimants et stables et en parents profondément dévoués. Margot posait tendrement sa tête sur l'épaule solide de Théo et murmurait doucement qu'elle l'aimait de tout son cœur. Il l'embrassait délicatement sur le front et répondait avec certitude qu'il le savait, qu'il l'avait toujours su, depuis cette toute première nuit où elle pleurait, sous la couverture élimée. Le temps passa inexorablement avec la vitesse cruelle qu'il prend une fois qu'on a enfin trouvé le bonheur authentique et qu'on voudrait le retenir. Agnès et Thomas devinrent rapidement des adolescents curieux et vibrants, posant 1000 questions sur le monde, sur l'amour, sur la vie. Agnès voulait devenir médecin. Thomas adorait les voitures comme son père. Le garage de Théo prospérait régulièrement et solidement, employant maintenant 3 mécaniciens à temps plein et un apprenti auquel Théo enseignait avec la même patience que Rachid avait eu avec lui. Il se reconnaissait dans ce garçon qui venait d'un foyer. Margot était devenue infirmière en chef, respectée dans son service de médecine générale, admirée de tous pour sa compétence technique et sa compassion naturelle envers les patients les plus difficiles. On lui proposait régulièrement des promotions. Ils avaient finalement acheté une petite maison modeste avec un jardin dans un quartier tranquille où Margot cultivait passionnément des roses anciennes de toutes les couleurs et des tomates biologiques. C'était une vie modeste et simple selon les standards matérialistes de la société de consommation moderne, mais pour eux qui avaient littéralement commencé avec rien, sans même l'amour d'une famille, c'était un véritable palais royal. Ils ne prenaient jamais leur bonheur pour acquis, pas un seul instant, pas un seul jour. Chaque repas pris en famille autour de la table de la cuisine était une bénédiction à célébrer avec gratitude. Chaque anniversaire célébré avec joie et des gâteaux faits maison était un triomphe symbolique sur leur enfance volée et leurs années de séparation. Ils versaient parfois des dons généreux à l'orphelinat Sainte-Marie, qui avait depuis été rénové, toujours anonymement, pour aider d'autres enfants perdus qui vivaient ce qu'ils avaient vécu. Sœur Agnès avait pris sa retraite bien méritée, mais leur rendait visite régulièrement chaque mois, toujours fière de ces 2 âmes qu'elle avait vues grandir et s'épanouir miraculeusement contre toute attente statistique. Elle était devenue une grand-mère honoraire pour les enfants. Un soir mémorable, alors qu'ils célébraient leurs 20 ans de mariage, entourés de leurs enfants désormais adultes et autonomes, de Rachid devenu un grand-père honoraire affectueux malgré ses 80 ans, et de quelques amis proches accumulés au fil des années, Agnès la jeune, maintenant étudiante brillante en médecine, demanda spontanément à ses parents de raconter enfin comment ils s'étaient réellement rencontrés. Elle avait remarqué qu'ils éludaient toujours la question. Théo et Margot échangèrent un long regard complice et chargé de signification. Pour la première fois de leur vie de parents, ils racontèrent leur véritable histoire, depuis le début, sans rien omettre. Ils parlèrent ouvertement de l'orphelinat glacial, de la pluie violente qui tambourinait sans pitié contre les vitres, de la peur paralysante et de la solitude écrasante qui les étouffait. Ils racontèrent en détail la promesse solennelle d'un enfant vulnérable de 9 ans à une petite fille désespérée de 7 ans, en pleurs, qui venait de perdre sa mère. Ils décrivirent les années interminables de séparation forcée, les 208 lettres hebdomadaires échangées, l'attente douloureuse qui les rongeait. Leur voix tremblait parfois d'émotion en revivant ces moments, mais ils allèrent courageusement jusqu'au bout de leur récit, sans se censurer. Quand ils eurent finalement terminé dans un silence lourd et respectueux, il y avait des larmes d'émotion dans tous les yeux attentifs autour de la table décorée de fleurs du jardin. Agnès serra impulsivement sa mère dans ses bras avec une intensité nouvelle et bouleversante, comprenant enfin profondément d'où venait cette tendresse infinie et cette attention constante que ses parents leur avaient toujours naturellement prodiguée, sans jamais rien demander en retour, sans jamais élever la voix. Thomas posa une main tremblante sur l'épaule de son père, admirant silencieusement mais intensément la force de caractère extraordinaire et la détermination qu'il avait fallu pour tenir une telle promesse pendant tant d'années, alors qu'il n'était qu'un adolescent pauvre.
Rachid leva son verre avec un sourire ému et tremblant et porta un toast sincère à l'amour véritable, celui qui survit à absolument tout, celui qui ne se trouve qu'une fois dans une vie. Sœur Agnès priait en silence, les yeux fermés, ses vieilles mains jointes, remerciant Dieu d'avoir été témoin privilégié de ce miracle vivant qui avait transformé 2 tragédies en une belle histoire. Car c'était bien un véritable miracle que 2 enfants profondément brisés par la vie aient pu non seulement survivre au traumatisme, mais véritablement s'épanouir et devenir des adultes équilibrés, non seulement guérir leurs propres blessures psychologiques béantes, mais créer une famille rayonnante d'amour inconditionnel et de sécurité affective pour leurs enfants. La soirée mémorable se prolongea tard dans la nuit étoilée, remplie de rires libérateurs et de souvenirs partagés, de musique douce et de danses maladroites dans le salon. Quand tout le monde fut finalement parti et que la maison retrouva son calme habituel et réconfortant, Théo et Margot montèrent lentement dans leur chambre. Théo ouvrit avec précaution le tiroir de sa table de nuit et en sortit une boîte en métal rouillé qu'il gardait précieusement depuis des décennies comme un trésor. À l'intérieur se trouvait la vieille photo jaunie d'eux, prise lors de la sortie scolaire au parc, cornée et abîmée d'avoir été tant regardée avec nostalgie pendant les longues années de séparation où elle était sa seule consolation. Il y avait aussi soigneusement toutes les lettres que Margot lui avait fidèlement envoyées, 208 en tout, conservées chronologiquement avec des élastiques et relues 1000 fois quand il se sentait seul. Margot sourit, doucement à travers ses larmes qui coulaient librement. Elle prit délicatement la photo et caressa tendrement du doigt les visages de ses 2 enfants qui les regardaient depuis le passé lointain. Ils paraissaient si jeunes, si vulnérables, si perdus dans le monde. Mais il y avait déjà dans leurs yeux cette détermination farouche qui les avait portés jusqu'ici, cette volonté de survivre. Théo l'enlaça amoureusement par derrière et posa son menton sur son épaule comme il aimait le faire. Ils restèrent ainsi longtemps, contemplant leur histoire en silence, respectueux et reconnaissant. Puis Margot se retourna doucement dans ses bras et le regarda avec toute la tendresse accumulée pendant 3 décennies vécues ensemble dans les joies et les peines. Elle lui demanda d'une voix douce s'il se souvenait exactement des mots qu'il avait prononcés cette première nuit sous la couverture. Théo ferma les yeux, replongeant dans ce souvenir gravé indélébilement dans son âme comme au fer rouge. Il se revit, petit garçon de 9 ans maigre et effrayé avec ses genoux écorchés, se glissant furtivement dans le lit de cette petite fille qu'il ne connaissait pas, mais dont les sanglots déchirants lui brisèrent le cœur. Il sentait encore la texture rugueuse de la couverture élimée contre sa joue, entendait le tonnerre qui grondait dehors en faisant trembler les fenêtres, voyait les éclairs illuminer le dortoir, voyait les larmes qui coulaient sur les joues sales de Margot. Il avait pris sa petite, main tremblante dans la sienne, et avait murmuré les premiers mots qui lui étaient devenus, avec toute la conviction dont un enfant est capable quand il dit la vérité profonde de son cœur. Il répéta les mots exacts, lentement. Margot ferma les yeux à son tour, se souvenant. Ces mots avaient tout changé pour elle, ces mots l'avaient sauvée. Théo ouvrit les yeux et répéta ces mots sacrés à Margot, exactement tels qu'il les avait prononcés 33 ans plus tôt dans le dortoir sombre. Sa voix était maintenant celle d'un homme mûr de 50 ans, marqué par les années et l'expérience de la vie, mais l'émotion qui la traversait était identique à celle du petit garçon qu'il avait été, pure et sincère. Margot pleura doucement, submergée par la beauté de cette fidélité absolue qui avait traversé les décennies. Elle lui dit qu'il avait tenu sa promesse d'enfant bien au-delà de ce qu'elle avait osé espérer dans ses rêves les plus fous. Il n'avait pas seulement été présent physiquement. Il avait été son roc inébranlable, son refuge dans la tempête, sa famille choisie, son grand amour. Il avait transformé la petite fille brisée qu'elle était en une femme forte et épanouie qui pouvait aider les autres. Il lui avait donné un foyer chaleureux, des enfants merveilleux, une vie dont elle n'aurait jamais rêvé possible dans ce dortoir glacial de l'orphelinat où elle avait voulu mourir.
Théo essuya tendrement ses larmes avec son pouce et lui rappela doucement qu'elle avait fait exactement la même chose pour lui, qu'il n'était rien sans elle. Sans elle et son amour inconditionnel, il serait devenu amer et dur, probablement perdu dans l'alcool ou la violence, comme tant d'autres anciens de Sainte-Marie dont ils entendaient parfois parler. C'était son amour qui l'avait littéralement sauvé de la dérive, qui lui avait donné une raison de se battre chaque jour, de devenir meilleur, de construire quelque chose de beau et de durable à partir de rien. Ils s'embrassèrent avec la tendresse profonde de ceux qui ont traversé ensemble toutes les tempêtes de la vie et en sont sortis plus forts et plus unis. C'était un baiser qui contenait toutes les nuits où ils s'étaient tenus la main dans l'obscurité froide du dortoir, tous les rêves chuchotés, toutes les lettres échangées pendant la séparation, toutes les années de construction patiente d'un bonheur durement gagné, centime par centime. Dehors, la nuit était claire et étoilée, une de ces nuits d'été parfaites. À des kilomètres de là, dans le vieil orphelinat Sainte-Marie, qui avait été transformé en centre communautaire moderne, une nouvelle génération d'enfants vulnérables dormait dans les anciens dortoirs entièrement rénovés et repeints en couleurs vives. Peut-être que parmi eux, en ce moment même, deux âmes solitaires se trouvaient, se tendaient la main, tissant les premiers fils fragiles d'un lien qui les porterait à travers les décennies à venir, comme Théo et Margot. L'amour véritable n'est pas celui des contes de fées avec leurs princes charmants et leurs fins heureuses faciles. C'est celui qui naît dans l'adversité la plus terrible, qui se forge dans la patience et la fidélité jour après jour, qui survit aux séparations douloureuses et aux doutes paralysants. C'est celui qui transforme une promesse d'enfant en une réalité d'adulte solide. Théo et Margot le savaient mieux que quiconque, car ils l'avaient vécu. Ils s'endormirent cette nuit-là, comme ils s'étaient endormis des milliers de nuits, auparavant enlacés étroitement, en sécurité dans les bras l'un de l'autre, leur respiration synchronisée. Deux orphelins qui avaient trouvé leur vraie maison. Deux survivants qui avaient bâti leur petit paradis. Deux amants qui avaient prouvé que certaines promesses, même celles faites par des enfants terrifiés dans l'obscurité, peuvent être tenues pour toujours. Les années continuèrent leur course inexorable, comme une rivière qui coule vers la mer. Théo et Margot vieillirent ensemble, avec grâce et dignité, leurs cheveux grisonnants puis blanchissants, leurs visages se marquant progressivement de rides profondes qui racontaient l'histoire de leur vie partagée à qui savait les lire. Agnès devint médecin, comme elle l'avait rêvé, spécialisée en pédiatrie, et se maria avec un homme bon et attentionné qui la chérissait comme Théo chérissait Margot. Thomas reprit le garage de son père quand celui-ci prit sa retraite à 65 ans, perpétuant fièrement l'héritage de travail acharné et d'honnêteté absolue. Les petits-enfants arrivèrent progressivement, 6 en tout, remplissant la maison de rires cristallins et de chaos joyeux. Théo les prenait sur ses genoux arthritiques et leur racontait des histoires qu'il inventait, omettant toujours les parties les plus sombres de sa propre vie, mais leur enseignant subtilement l'importance cruciale de la loyauté, de la gentillesse, de tenir ses promesses, quoi qu'il arrive. Margot les bordait le soir avec une tendresse infinie, héritée de tout l'amour qu'elle avait en elle, s'assurant qu'aucun d'eux ne s'endorme jamais en pleurant ou en ayant peur, comme elle l'avait fait autrefois. Rachid mourut paisiblement à l'âge de 87 ans, entouré de sa propre nombreuse famille et de Théo, qui le considérait comme un père et qui pleura comme un enfant. Sœur Agnès le suivit 2 ans plus tard, sa dernière visite ayant été à Théo et Margot dans leur maison, pour leur dire une dernière fois combien elle était fière d'eux, et combien ils avaient donné du sens à sa vocation. À chaque perte douloureuse, le couple se serrait un peu plus fort l'un contre l'autre, de plus en plus conscient de la fragilité de l'existence, mais profondément reconnaissant pour chaque jour partagé qui leur était accordé. Lors de leur 50e anniversaire de mariage, toute leur famille se rassembla pour une grande fête dans le jardin fleuri de leur maison. Il y avait maintenant 6 petits-enfants qui couraient partout en riant, des amis fidèles, accumulés au fil des longues décennies,
des collègues de l'hôpital où Margot avait travaillé 30 ans, et du garage que Théo avait bâti de ses mains. Agnès et Thomas organisèrent une surprise touchante qu'ils avaient préparée en secret pendant des mois. Ils avaient contacté et retrouvé d'autres anciens de l'orphelinat Sainte-Marie qui se souvenaient de leurs parents. Plusieurs vinrent témoigner avec émotion de l'impact profond qu'avait eu le couple sur leur propre vie difficile, par leurs dons anonymes réguliers qui avaient permis des rénovations, leur soutien discret mais constant, leur exemple vivant et inspirant qu'il était possible de surmonter un passé douloureux et de construire quelque chose de beau. Quand vint le moment solennel de couper le gâteau à 3 étages, Théo demanda le silence d'un geste. Il prit la main ridée de Margot dans la sienne, ce geste qu'il avait répété fidèlement des dizaines de milliers de fois au cours de leur longue vie commune, et s'adressa à l'assemblée émue. Sa voix était éraillée par l'âge et les années mais ferme et claire. Il parla avec éloquence de la chance incroyable et miraculeuse qu'il avait eue de rencontrer Margot cette nuit d'orage terrifiante. Il expliqua que beaucoup de gens pensaient naïvement que l'amour était une question de destin aveugle ou de coïncidence heureuse, mais qu'il avait appris au fil des décennies que c'était surtout et avant tout une question de choix quotidien. Le choix de rester quand c'était difficile et qu'on voulait fuir. Le choix de se battre pour l'autre quand tout semblait désespérément perdu. Le choix de tenir ses promesses même quand des années interminables les séparaient de leur réalisation. Il dit qu'il avait fait ses choix consciemment chaque jour pendant 50 ans et qu'il les referait sans la moindre hésitation. Puis ce fut au tour de Margot de parler, sa voix tremblante d'émotion. Elle regarda son mari avec des yeux brillants d'amour et d'admiration profonde. Elle raconta comment ce petit garçon courageux de 9 ans lui avait littéralement sauvé la vie, pas seulement cette première nuit, mais chaque jour depuis pendant plus de 40 ans. Elle expliqua que l'orphelinat leur avait certes pris beaucoup de choses précieuses, mais leur avait aussi donné le cadeau le plus précieux qui soit. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Elle termina en disant que si elle avait pu choisir sa vie en connaissance de cause, elle n'aurait absolument rien changé parce que chaque épreuve douloureuse les avait menés exactement là où ils étaient maintenant, entourés de l'amour immense et de la famille merveilleuse qu'ils avaient créée ensemble de toutes pièces. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance attentive. Même les petits-enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement toute la profondeur de l'histoire, sentaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire et de sacré. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit, remplie de musique, de danse et de joie pure. Quand la dernière voiture s'éloigna finalement et que le jardin retrouva son calme paisible, Théo et Margot s'assirent lentement sur le banc en bois qu'il avait construit et sculpté de ses mains des années auparavant sous le grand chêne centenaire. La lune brillait intensément dans un ciel sans nuages, si différent de cette nuit orageuse et terrifiante qui avait tout commencé 43 ans plus tôt. Margot posa sa tête fatiguée sur l'épaule de Théo, exactement comme elle l'avait fait des milliers de fois au fil de leur vie. Il passa son bras autour d'elle et l'attira doucement contre lui. Ils restèrent ainsi en silence, écoutant les grillons chanter leur mélodie nocturne et les feuilles bruisser doucement dans la brise tiède. Après un long moment de contemplation silencieuse, Margot murmura qu'elle était fatiguée, vraiment fatiguée. Théo le sentait aussi profondément dans ses propres os fatigués. Il n'était plus jeune, loin de là. Le temps qui leur avait été si généreux et qui leur avait permis de vieillir ensemble commençait à réclamer son dû inévitable. Mais cela ne les effrayait pas le moins du monde. Ils avaient vécu pleinement chaque instant, aimé profondément et sans retenue, construit quelque chose de durable qui leur survivrait. Théo aida Margot à se lever avec précaution et ils rentrèrent lentement dans leur maison main dans la main, comme ils le faisaient depuis qu'ils étaient des enfants terrifiés. Dans leur chambre familière, ils se préparèrent pour la nuit avec les gestes familiers et réconfortants de 6 décennies de routine partagée. Avant d'éteindre la lumière de la lampe de chevet, Théo
sortit une dernière fois la vieille photo jaunie de la boîte en métal qu'il gardait toujours près de lui. Il la regarda longuement avec une tendresse infinie. Ces deux enfants qui ne souriaient pas vraiment, marqués par la perte et l'abandon, mais qui se tenaient la main avec une détermination farouche. Il montra la photo à Margot, qui la connaissait par cœur. Elle sourit doucement et caressa les visages fanés avec son doigt tremblant. Ils avaient tenu leur promesse d'enfant, contre toute attente, malgré tous les obstacles insurmontables, à travers toutes les épreuves terribles. Ils étaient restés ensemble, pour toujours, exactement comme il l'avait dit cette nuit d'orage. Théo rangea précieusement la photo et éteignit la lumière. Dans l'obscurité familière et rassurante, il trouva la main de Margot comme il l'avait fait cette première nuit, comme il l'avait fait fidèlement chaque nuit depuis. Leurs doigts s'entrelacèrent avec la facilité née de l'habitude de toute une vie et de l'amour profond qui les unissait. Ils s'endormirent paisiblement, deux âmes qui avaient commencé comme des fragments brisés et s'étaient patiemment reconstruites ensemble en quelque chose de beau et de complet. Leur histoire n'était pas extraordinaire dans ces événements. Il n'y avait pas eu de grand drame hollywoodien, de fortune, soudaine, de reconnaissance publique ou de prix. C'était simplement l'histoire de deux personnes qui s'étaient choisies encore et encore, jour après jour, année après année, sans jamais faillir. C'était l'histoire d'une promesse tenue malgré tout, d'un amour qui avait survécu au temps impitoyable et aux épreuves innombrables, d'une fidélité absolue dans un monde où tout est éphémère et jetable. C'était la preuve vivante que même les enfants les plus brisés peuvent guérir leurs blessures, que même les promesses les plus improbables peuvent être tenues contre vents et marées, que l'amour véritable existe bel et bien au-delà des contes et des légendes. Et quelque part dans le monde, cette nuit-là et toutes les nuits suivantes, d'autres enfants perdus et effrayés se tiennent la main dans l'obscurité, murmurant leurs propres promesses tremblantes, tissant patiemment leurs propres histoires fragiles d'espoir et de rédemption. Car si Théo et Margot ont pu transformer leur douleur immense en joie durable, leur abandon cruel en famille aimante, leur solitude désespérée en amour éternel, alors peut-être que n'importe qui le peut avec suffisamment de détermination. C'est là leur véritable legs précieux, plus important que n'importe quelle fortune matérielle, plus durable que n'importe quel monument de pierre. Ils ont prouvé contre toute logique que les promesses d'enfants innocents peuvent façonner le destin, que la fidélité obstinée peut triompher du désespoir le plus profond, et que l'amour né dans l'adversité la plus terrible est le plus fort de tous les amours possibles.